Merci. D'abord, donc je vais aller très rapidement. D'abord, je suis là pour vous convaincre de vous occuper de l'obésité. C'est un domaine qui ne relève plus des diabétologues et des endocrinologues. Deuxièmement, vous ne vous occupez pas de l'obésité, non pas uniquement pour perdre le poids, mais pour diminuer les complications cardiovasculaires, les événements cardiovasculaires majeurs. Et puis, troisièmement, de devenir aussi de bons cardiologues, de bons endocrinologues, de bons néphrologues et de bons hépatologues. Alors d'abord, la définition de l'obésité est en train de changer parce que ce n'est pas uniquement un problème de poids, ce n'est pas uniquement un problème d'indice de masse corporelle, parce que si vous utilisez uniquement l'indice de masse corporelle, vous allez sous-estimer les risques. Et donc, en fait, vous utilisez trois éléments importants: l'indice de masse corporelle, deuxièmement, l'excès de masse graisseuse, et le caractère fonctionnel, caractère symptomatique ou non symptomatique, c'est-à-dire est-ce que l'obèse est asymptomatique ou a une maladie concomitante. Alors, si on interroge la littérature, nous avons trois méthodes globalement pour faire maigrir les patients. Nous avons les règles hygiéno-diététiques, nous avons les GLP-1 agonistes et nous avons la chirurgie bariatrique. Alors, on va parler rapidement de règles hygiéno-diététiques. Oui, ça marche très bien, ça peut baisser le poids de 3 à 10%. Si vous mettez à faire de l'exercice physique, à courir le marathon, ce n'est pas pour perdre du poids, mais c'est pour maintenir le poids. C'est un excellent impact sur le profil lipidique, mais sur la mortalité cardiovasculaire, on n'a pas encore d'études prouvées. Alors, par contre, on va se concentrer uniquement sur le traitement pharmacologique, c'est-à-dire GLP-1 agoniste face à la chirurgie bariatrique, réelle face au Barcelone. Alors, si on parle GLP-1 agoniste, c'est trois: l'iraglutide, le Victoza, la semaglutide, l'Ozempic, et le tirzépatide, le Mounjaro. Et puis la chirurgie bariatrique, on va pas parler de procédure intragastrique parce qu'on n'a pas de données sur l'impact sur les éléments métaboliques. Mais si on prend ces deux-là, c'est-à-dire GLP-1 agoniste et chirurgie bariatrique, vous baissez la tension artérielle, vous baissez le LDL, vous augmentez l'HDL, vous diminuez le triglycéride, donc ça a un impact qui est extrêmement intéressant. Alors si vous prenez la chirurgie bariatrique, ça améliore tout ce qui est métabolique, et deuxièmement, ça améliore les événements cardiovasculaires, mais uniquement sur les études observationnelles, non pas sur les études randomisées qui font la médecine que nous vivons actuellement. Mais par contre, lorsque vous allez sur les GLP-1 agonistes, là, ça améliore tout ce qui est profil métabolique, ça diminue le poids, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça diminue la morbidité cardiovasculaire. Et là, on peut dire waouh, parce que le nombre d'études que nous avons est incroyable. Et si un message à vous donner aujourd'hui, ce n'est pas par rapport aux études que je vais rapidement citer, mais c'est de manipuler ces produits. Ces produits ne doivent plus être l'exclusivité des endocrinologues ou des médecins qui s'occupent un peu des poids des gens, parce que leur impact sur la santé des malades cardiovasculaires est extrêmement important. Alors, d'abord, lequel choisir? On a une dernière étude qui vient d'être publiée un mois dans le NEJM, le tirzépatide, qui est un dual agoniste, fait mieux que la semaglutide, ça baisse le poids de 20% par rapport au poids initial, par rapport à 13% par rapport à la semaglutide, et puis le tour de taille qui va diminuer pratiquement de 18,4 par rapport donc au tour de taille sous semaglutide qui va baisser de 13 mm. Et ce qui est intéressant, voilà la diapositive principale de ma présentation, déjà je suis à 3 minutes, c'est qu'on a des études en évidence médecine sur les GLP-1 agonistes, sur la diminution des événements cardiovasculaires, sur l'amélioration, que ce soit sur la mortalité et sur les symptômes d'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, sur la néphroprotection, sur la mortalité cardiovasculaire, sur la baisse du poids et sur l'équilibre glycémique. Et on a des études en cours sur tout ce qui est Alzheimer, tout ce qui est stéatose hépatique, fibrose hépatique. C'est quand même incroyable. Regardez le nombre d'études avec les GLP-1 agonistes. Vous prenez un obèse, diabétique ou non diabétique, en prévention secondaire, GLP-1 agoniste vous diminue de 20% les événements cardiovasculaires. Vous prenez l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, vous améliorez l'échelle CANSAS de 8 points. Vous prenez une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, la semaglutide diminue le critère combiné, mortalité cardiovasculaire et récidive, aggravation de l'insuffisance cardiaque. Et vous diminuez le besoin
en diurétique. Donc, vous améliorez les patients. Et puis, ce qui est important encore, vous améliorez le remodelage inverse, c'est-à-dire vous entraînez un remodelage inverse. Vous diminuez les marqueurs du cœur, troponine, NT-proBNP, tous ces marqueurs diminuent et vous diminuez la graisse paracardiaque en IRM. C'est incroyable. Et encore, sur les reins, on a aujourd'hui la quadrithérapie, les GLP-1 agonistes chez les diabétiques, on a 4 pour sauver les malades d'aller en dialyse. On a les IECRA2, les GLT2, GLP-1 agonistes et la fénérénone. De 20% le fait d'aller en dialyse. Et puis, dernière étude, Chicago, là, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, c'est sur les artériopathies des membres inférieurs. Ça marche, cette histoire. Les GLP-1 agonistes marchent partout, là où vous les mettez. Bon, on va dire qu'ils ont bien sûr des effets secondaires et des problèmes de coût, de disponibilité, mais ça marche. Et ça marche non pas uniquement sur le périmètre de marche, mais aussi sur la morbimortalité des artériopathes des membres inférieurs, qui constituent une population extrêmement difficile à traiter. Donc un effet pléiotrope des GLP-1 agonistes sur la pression artérielle, sur la tension artérielle, sur l'hémoglobine glyquée, dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, les événements cardiovasculaires, sur les reins, sur l'inflammation, partout. Et puis, dernier point, sur le foie, ça marche, le tirzépatide marche bien, et parce qu'il diminue tout ce qui est stéatose hépatique, et donc vous voyez que c'est vraiment un effet pléiotrope. Aujourd'hui, un médecin 3.0, 4.0, c'est bien utiliser les GLP-1 agonistes, c'est absolument l'actualité thérapeutique. Alors, à la fin, j'ai pratiquement terminé. Si vous interrogez la société européenne, elle dit que c'est une prise en charge un peu, on va dire, multidisciplinaire. Il faut des équipes parce qu'il faut considérer l'obésité, et l'obésité, c'est une maladie chronique. Et ça, c'est une prise en charge qui doit être multidisciplinaire, qui est extrêmement importante et surtout diminuer l'impact des événements cardiovasculaires qui risquent d'arriver. On ne parle pas de poids, on parle de, bien sûr, diminuer les gros événements, à savoir l'infarctus, l'insuffisance cardiaque, les thrombomolies, les arythmies et les valvulopathies. Mais si vous interrogez ChatGPT, qui est le dernier plus grand médecin de l'histoire de l'humanité, il vous dit, si vous avez un indice de masse corporelle plus de 40, chirurgie bariatrique. 30 à 40, plutôt GLP-1 agoniste. Mais en fait, c'est du cas par cas, parce que chacune des techniques a des avantages et des inconvénients. Chirurgie bariatrique, c'est de la chirurgie, des risques opératoires. Et puis GLP-1 agoniste, il y a 3 gros problèmes, les effets secondaires, le coût et bien sûr la disponibilité. Voilà, je vous remercie.